Constance Garnier, bonjour. Bonjour. Tu es chargée de développement du réseau français des Fab Labs et en octobre 2020, tu as fait une soutenance pour une thèse avec un sujet vaste et passionnant. Les Fab Labs, un réseau mondial et en croissance d'organisations collaboratives, une analyse des modes de coordination intra- et interorganisationnelle. Donc, comme toujours, un titre de thèse est assez consistant. Est-ce que tu peux nous dire, à partir de tes travaux de recherche, juste en clé de lecture très synthétique, quelles sont les caractéristiques des organisations collaboratives ? Ouais, j'ai fait de mon mieux pour le titre, vraiment, j'ai essayé. Donc, de façon très générale, la collaboration, telle qu'on l'appréhende en tout cas dans le domaine de recherche qui est le mien, qui est les sciences de gestion, ça s'appuie nécessairement sur du partage de la connaissance. La clé en fait des organisations collaboratives, c'est la connaissance et de trouver des moyens à la fois de favoriser en interne d'une structure le partage des connaissances tacites, ouais, et en même temps l'accès à la connaissance qui se situe à l'extérieur de l'organisation. Et après, il existe plusieurs approches des organisations collaboratives et de ce qui les meut, de ce qui est à l'origine de leur volonté de collaborer, et donc qui va se traduire dans des modalités différentes. Il y a notamment un article de Auboin et Capdevila qui a été publié en 2019 sur lequel je m'appuie dans mes travaux, qui caractérise 3 grandes approches de la collaboration. Ouais. La collaboration qui s'appuie sur une rationalité économique, donc, où l'objectif est la réduction des coûts, une forme de rationalité qui va s'appuyer davantage sur les ressources, ouais, et donc la collaboration vise à mutualiser des ressources qui sont mises en commun, et puis une approche de la collaboration qui le caractérise d'altruiste, et donc où là l'enjeu est l'entraide réciproque entre les acteurs, et dans le cadre des structures collaboratives telles que se présentent les Fab Labs et des espaces collaboratifs en général aujourd'hui, comme on en discute, c'est davantage cette 3e approche, ouais, qui est mise en avant, associée aux 2 autres. Et pour que l'autre élément qui est intéressant, en tout cas pour moi important à retenir, c'est que quelles que soient les démarches collaboratives qui sont mises en place, mais particulièrement lorsqu'on veut s'inscrire dans une démarche de collaboration basée sur une rationalité, dans le but de type altruiste, c'est que ça s'appuie nécessairement sur de la connaissance mutuelle et de la confiance mutuelle, ouais, et la construction d'une identité commune. Et donc voilà, c'est finalement pour moi c'est ça qui est le plus important à retenir ou à avoir à l'esprit, soit quand on essaye de juger, d'analyser une démarche collaborative qui est en cours et qui serait très fonctionnelle ou au contraire chaotique, ou quand on veut en initier une, c'est de penser que le fondement, c'est la construction dans le temps d'une identité commune par l'ensemble des acteurs parties prenantes. Très clair. Alors tu sais que les Fab Labs, c'était plutôt le volet altruiste combiné aux 2 autres. Est-ce que à chaque type de collaboration, il y a un dosage finalement des 3 caractéristiques, ou parfois c'est exclusif ? Je pense qu'il doit exister des cas archétypaux où on verrait exclusivement une collaboration basée sur une rationalité économique, et enfin voilà, où on va aller étudier des stratégies d'alliance très très classiques dans le monde de l'industrie. Mais il doit exister. Voilà. Moi là, j'ai pas en tête de ressources de référence sur laquelle je puisse m'appuyer pour mettre en face de chaque catégorie des structures archétypales. Ça doit exister. Ceci étant dit, cette typologie-là que je viens de vous partager très rapidement, elle a la limite de n'importe quelle typologie, c'est qu'elle pose des cadres un peu exigus, et puis après tout ça est mouvant et poreux. D'accord. Et alors il y a un autre trait caractéristique dans les Fab Labs, c'est également la diversité, à la fois des modèles, des publics. Et cette diversité, comment tu pourrais la décrire dans le réseau des Fab Labs dans lesquels tu es impliqué ? Ouais, mais en fait elle est très importante.
Et tu le disais, la diversité dans le monde des Fab Labs, et alors je vais préciser Fab Lab et Espace du Fer. Ouais. Je le précise tout de suite parce que on est aujourd'hui le réseau français des Fab Labs, Espace et Communauté du Fer, et on tient à mettre en avant cette ouverture un peu plus large. Mais en tout cas, la diversité, elle se décline effectivement à plusieurs endroits, dans les modèles des lieux. Donc, si on s'arrête sur les modèles juridiques, il y en a qui ont des statuts d'entreprise, d'association, de coopérative, ou qui sont des programmes d'une structure préexistante, ou des composants de structures préexistantes. Mais ça va être aussi dans le modèle, c'est-à-dire quel est le modèle économique de la structure, quels sont vraiment les publics qu'elle cible, quelle est l'offre de services qu'elle propose. Et en fait, cette diversité-là, elle est absolument nécessaire. On la défend énormément au RFF Lab. D'ailleurs, un des premiers axes à la création par des acteurs des Fab Labs de cette association, c'était quelque chose de vraiment central, de dire on constitue une association pour nous permettre de partager, de mettre en commun, de faciliter les liens et la diffusion des fichiers, des savoirs, etc. entre nous. On se retrouve autour des plus petits dénominateurs communs parce qu'on a à faire ensemble. En revanche, collectivement, on défend et on revendique la nécessaire pluralité de nos modèles. Et ça, c'est peut-être quelque chose d'un peu particulier pour un réseau national qu'à notre association, c'est que autant qu'elle cherche à valoriser, diffuser, avoir une action un peu de plaidoyer, de lobby si on veut, c'est un lobby contre la standardisation. Et ça pour une raison très simple, qui est que un Fab Lab ou un espace du fer fonctionnel, qui a du sens, mais qui va aussi rendre les gens qui l'animent et qui y vivent heureux parce qu'il fonctionne bien, c'est un espace qui est cohérent avec son contexte, avec son ancrage, qui répond vraiment aux besoins locaux. Et on peut avoir eu un coup de foudre pour un lieu qui semble merveilleux, vouloir en dupliquer le modèle, et bien naturellement, selon le contexte, ça ne correspond pas aux besoins. Et donc voilà, donc pour toutes ces raisons-là, on valorise, on défend la diversité des lieux. Et peut-être un dernier élément qui est très important, c'est que au cœur des Fab Labs, il y a cette idée de l'apprentissage par les pairs, de l'apprentissage par le faire et avec les autres, et d'amener des publics et des personnes très différentes à se croiser. Parce que c'est la fertilisation croisée des connaissances, des compétences. Si on veut que quelqu'un puisse aboutir à un projet, c'est parce que quelqu'un d'autre est bon en électronique, en couture, etc. Ça se duplique, ça se réplique aussi à l'échelle des organisations. Et l'entraide, le soutien, l'aide mutuelle entre tous les Fab Labs et tous les espaces du fer qui partagent, qui communiquent, etc., c'est d'autant plus riche que les modèles sont différents et qu'il y a des expériences, des parcours qui permettent de... Alors, il y a beaucoup de Fab Labs dans les tiers-lieux, et finalement, c'est pas un hasard, c'est que vous partagez entre le monde des tiers-lieux et des Fab Labs tous ces dénominateurs communs de cette diversité, de s'adapter à son environnement, de la dynamique de communauté, de mutualisation. Ouais, il y a en fait une façon de le dire pourrait être de dire tous les Fab Labs sont des tiers-lieux, tous les tiers-lieux ne sont pas des Fab Labs ou n'ont pas de Fab Labs. Ça, je pense que c'est une approche qui est intéressante dans le sens où si on met derrière la notion très générale de tiers-lieu, qui est encore en cours de stabilisation, mais si on met derrière cette notion-là l'idée d'un lieu hybride, ouvert, dans la gouvernance de laquelle il y a une place aux citoyens, et qui propose des activités qui contribuent au développement économique et social territorial, alors à ce moment-là, dans toute leur diversité, tous les Fab Labs peuvent correspondre à cette définition-là. Et puis après, naturellement, tous les tiers-lieux, il y a des tiers-lieux de nature extrêmement diverses. Aujourd'hui, on les catégorise plus clairement qu'avant, nourriciers, etc. Bon, on recrée des silos dans un monde qui cherche à les faire péter. Mais bon. Après, il y en a aussi qui diront que
que effectivement il y a des porosités évidentes, qu'il y a des endroits où ça se superpose très facilement, et puis d'autres où non, parce qu'on va aussi avoir des structures qui ne veulent surtout pas se voir accoler l'étiquette de Fab Lab et revendiquer celle d'Espace du Fer, voilà, ceux qui veulent surtout pas s'accoler l'étiquette de tiers-lieu parce qu'elle leur semble un peu trop floue encore ou politique peut-être, voilà. Donc bon, selon les approches qu'on retient, on pourra les distinguer, mais c'est absolument évident qu'en tout cas on est sur sur une même logique générale d'avoir des lieux ouverts, accessibles, basés sur la possibilité de laisser-erreur, le droit à rater, le droit à explorer des nouvelles choses, et puis une certaine logique de faire sauter les barrières entre des domaines, comme on peut le voir par exemple ici à Faire Autrement avec les différentes thématiques de la Convention citoyenne qui se recroisent. Exactement. Et les Fab Labs, on les voit fleurir maintenant un petit peu partout. C'est devenu un phénomène très visible. Pour toi, s'il y a un frein au développement des Fab Labs en France, par exemple, parce que après chaque environnement peut avoir ses propres freins, mais en France, ce serait quoi le frein principal s'il y en a un? Ouais, je pense que le principal frein, c'est j'en verrai deux qui vont un peu ensemble. Ouais. Je pense que le principal frein, s'il faut le résumer, c'est la difficulté qu'il y a à aligner, à répondre aux besoins réels. C'est-à-dire, mon premier point, ce qu'on disait tout à l'heure, un Fab Lab ou un Espace du Fer qui se crée un peu ex nihilo sans répondre à un besoin spécifique de son territoire, a très peu de chances d'atteindre ses objectifs, de se pérenniser ou d'avoir une vraie utilité sur son territoire finalement, parce qu'il va avoir plus de difficultés à ce qu'une communauté s'en empare et le fasse vivre. Donc ça c'est un premier point. Donc ce qui entraîne que le frein principal, c'est de réussir à trouver son modèle. Ça veut dire que chaque lieu doit trouver son modèle, et son modèle qui répond à un ou plusieurs besoins de la société civile sur le territoire, mais qui va aussi potentiellement répondre à des besoins des artisans et des entrepreneurs locaux, mais qui va aussi correspondre aux attentes et aux besoins perçus et compris des élus et de la collectivité, et puis des techniciens. Donc en fait, réussir à constituer le modèle où tous les différents besoins du territoire sont adressés, désolé pour l'anglicisme, et s'y retrouvent, ça c'est une très grande difficulté, parce que, et c'est là où intervient, à mon sens, la nécessité d'un réseau national d'entraide et de pair à pair pour s'aiguiller là-dedans, parce que, encore une fois, il n'y a pas de modèle standard. Donc ça, c'est le principal frein. Parce que construire ça, ça demande de l'énergie, du temps, de l'attention, de l'intelligence collective. Voilà. Et puis le deuxième, qui est finalement assez lié à ça, c'est que la particularité d'un Fab Lab ou d'un Espace du Fer, c'est qu'il a des équipements de fabrication, et donc contrairement à certains autres types d'activités où l'investissement initial nécessaire serait peut-être moins important, là il faut à la fois réussir à lancer une activité avec un investissement mobilier important, et faire se créer une dynamique communautaire et donc faire matcher l'investissement avec les besoins réels d'une communauté. Et donc ouvrir un Fab Lab, voilà, pour toutes ces raisons-là, c'est des freins qui sont importants, mais qui encore une fois sont levés, on le voit avec le nombre de Fab Labs qui ouvrent, et sont d'autant plus levés grâce au réseau d'entraide qui existe. Très bien. Alors pour terminer, un projet, j'aimerais que tu nous dises quelques mots. Avec la Fondation de France, vous travaillez sur un guide de l'inclusivité handicap. Tu peux nous en partager quelques infos? Oui, je te remercie beaucoup de me poser la question. C'est lancé il y a 2 jours. Au moment où on enregistre, pendant faire autrement, une campagne de financement participatif sur la plateforme de la Fondation de France. Donc c'est nouveau, ça fait 1 an qu'ils ont lancé cette campagne, cette plateforme qui permet aussi pour eux de renouveler les approches de financement des projets sociétaux par la Fondation de France. C'est une plateforme, donc pour parler d'abord de leur plateforme avant du projet, c'est une plateforme qui a un fonctionnement
qui est vraiment solidaire et dans le soutien, puisque chaque euro de contribution par qui voudra soutenir ce projet donne lieu à 1 euro de don de la Fondation de France. Donc voilà, pour ça on est vraiment très reconnaissant qu'ils soient venus nous proposer cette belle plateforme pour ce projet qui nous tient à cœur. Et alors, la plateforme s'appelle comment? En fait, c'est la plateforme, c'est le crowdfunding de la Fondation de France. On le retrouve sur le site dans le directement. cadre du programme Inventer demain, qui est le programme dans le cadre duquel nous, le réseau français des Fab Labs, on est accompagné et soutenu par la Fondation de France par ailleurs, qui fait beaucoup pour nous. D'accord. Donc Inventer demain. Et ça se retrouve très facilement. Et alors le projet en lui-même, donc le guide d'inclusivité handicap, alors c'est un nom temporaire, peut-être qu'il trouvera un autre nom à la fin de sa rédaction. Donc c'est un projet formidable. Pourquoi ? Au réseau français des Fab Labs, on fonctionne avec des groupes de travail thématiques qui permettent à des communautés de pratiques ou thématiques de se réunir. Okay. Il existe depuis à peu près 3 ans un groupe de travail qui s'appelle Initiative Accessibilité Handicap et qui réunit tous les Fab Labs et professionnels de ces lieux-là qui sont spécialisés dans l'accompagnement offert par soi-même par des publics porteurs de handicap divers et variés ou qui sont inscrits dans des structures de soins et d'accompagnement, donc qui ont des problématiques spécifiques d'ergo, d'aménagement, etc., d'accompagnement de publics qui ont des déficiences visuelles, auditives, etc. Bon, voilà, très diversifié. Et donc ce groupe-là est à l'origine de ce projet parce qu'ils ont eu la volonté, au-delà du partage qu'ils font entre eux de pratiques, de pouvoir aller plus loin, de capitaliser sur toutes les expériences, toutes les bonnes pratiques, tous les travails qu'ils ont fait à la fois sur comment aménager son lieu, comment le rendre plus accessible, évidemment aux personnes PMR, mais aussi à toutes les autres formes de handicap et dans leur spécificité, mais aussi comment mettre en place des animations, des ateliers de l'accompagnement spécialisés, parce que la prise en charge ne s'arrête pas à l'aménagement de l'espace. Donc voilà, l'idée c'est de capitaliser sur toute cette connaissance-là qu'eux ils ont, pour en faire un guide vraiment très pratique à destination de tous les autres labs et espaces du fer. D'accord. Parce que on s'est rendu compte dans le réseau qu'il y a une vraie volonté de beaucoup de lieux d'être plus accessibles, souvent encore une fois au gré des besoins. C'est-à-dire un lab va dire il se trouve que dans mon écosystème, dans ma communauté, il y a une part importante de personnes qui ont tel type de déficience ou qui ont tel type de besoin. Comment j'y réponds? Voilà, ce guide, il sert à ça. Mais pour le réaliser, on a besoin d'un peu de financement pour permettre de faire ce travail correctement, d'aboutir à un objet complet, de pouvoir en assurer la diffusion. Et donc voilà, c'est un projet de ce groupe de travail qui est à fond et qui va, je pense, servir à beaucoup de lieux, des espaces du fer, mais pas que, finalement. Donc c'est tous les équipements, tous les accessoires qui peuvent être produits via les Fab Labs grâce à ce guide. Oui, alors il y a plusieurs angles. Il y a d'une part, mais bon ça on le saura aussi au fil de l'écriture réelle, mais il y a d'une part comment rendre son lab accessible grâce aux outils même du lab, c'est-à-dire on a affaire à des espaces de fabrication, fabriquons un système de signaux sonores, de signaux auditifs, enfin ça le Fab Lab peut le faire pour lui-même. D'accord. Et l'étape 2, c'est après, il peut aussi le faire pour d'autres structures localement. Et en fait, pour illustrer, pour rendre un peu concret tout ça, on a décidé, et ça fait partie du projet, selon le niveau de financement qu'on parviendra à atteindre, de l'illustrer à travers un projet spécifique. Donc, par exemple, au chapitre de comment rendre son lab plus inclusif à des personnes mal ou non voyantes. Un des axes proposés, c'est celui de s'équiper d'une braille wrap. Une braille wrap, c'est quoi? C'est une embosseuse. C'est une machine en gros qui permet d'imprimer, d'éditer physiquement des textes en braille ou des images, aussi des illustrations. C'est très intéressant. Qui est complètement open source, qui a été développé par une personne en Bretagne et qui l'a rendu complètement accessible et libre, qui est aujourd'hui disponible notamment sur la plateforme de My Human Kit, qui est une association qui a développé beaucoup de Human Lab et qui est vraiment spécialisée dans l'accompagnement des personnes ayant un handicap
handicap à fabriquer des outils techniques pour répondre à leurs besoins individuels. Ouais. Et donc la BrailleWrap, c'est une embosseuse open source qui peut se fabriquer dans un Fab Lab, qui a la fabrication telle qu'elle. Alors ce modulo, la variation des coûts, va coûter plus ou moins 10 fois moins cher que ses équivalents sur le marché, mais qui, en plus, donc peut être fabriqué dans un lab et grâce notamment au Climate Change Lab et à My Human Kit, il existe aujourd'hui des guides pédagogiques sur comment animer des ateliers avec des personnes mal et non-voyantes pour fabriquer une BrailleWrap et la calibrer. D'accord. Et c'est aussi de dire on ne peut savoir que la BrailleWrap fonctionne et est bonne et bien calibrée qu'avec des personnes mal et non-voyantes qui vont valider. Et donc à partir de là, voilà. Donc si on fabrique ça dans son lab, on rend son lab plus accessible puisqu'on va pouvoir faire la signalétique, imprimer, etc. On va pouvoir accompagner la bibliothèque de quartier, les autres associations, la MAP, enfin voilà, et faire en sorte que le lab soit un lieu plus accessible et un lieu qui contribue à l'accessibilité des autres services de la collectivité. C'est un très beau projet et en plus qui illustre parfaitement justement l'intérêt du réseau des Fab Labs et leur capacité à mutualiser ce qui peut l'être et en même temps à s'adapter à son environnement. Donc on va suivre l'aventure et le guide avec intérêt. Merci Constance. Super, merci à vous.